Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui, organisé par le groupe ENI, expert de la formation à l'informatique. Donc c'est un webinaire sur le no-code, c'est notre deuxième ENI Talks. Donc le précédent était sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on va s'orienter plutôt sur le no-code pour les devs. Le groupe ENI, en fait, c'est, comme je viens de le dire, est expert à l'informatique depuis une quarantaine d'années. Il se compose en fait de 3 entités. Donc, on a des campus ENI École Informatique orientés sur des formations pour les étudiants autour de l'IT. On a des centres de formation pour les professionnels. Et puis, la partie édition, à laquelle je fais partie, donc qui édite des contenus e-learning, livres et vidéos, certifications autour de l'IT et du numérique au sens large. Donc aujourd'hui, on va parler du no-code et du développement, plus allié qu'ennemi, on en entend souvent parler. Donc pour parler de ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antonin Javel, qui est Product Manager chez Otto, également auteur aux éditions ENI. Bonjour Antonin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bonjour. Bonjour, merci Julie et merci Eni aussi pour ce talk, c'est un plaisir. Du coup, je me présente en quelques mots. Donc moi, je m'appelle Antonin Javel, je suis ingénieur en informatique. En gros, à la fin de mes études, j'ai découvert le no-code par le biais de mon stage. Et après mon stage, donc j'ai rencontré Otto, qui en fait eux font de la formation spécialement sur le no-code. Donc on retrouve plusieurs outils. Et je trouvais ça intéressant en fait de partager ce que j'ai découvert en fait cet univers no code, donc le partager par le biais d'Otto. Donc j'ai commencé en tant que formateur chez eux. Maintenant je m'occupe plutôt du développement directement chez Otto en no code et avec mes collègues on a eu le plaisir du coup d'écrire un livre grâce à Eni aussi qui parle du no code et plus principalement de Bubble. On voit la couverture juste en bas à droite. Voilà. Merci Antonin. Effectivement, un livre qui est sorti juste au début du mois, donc il est tout récent. Ensuite, ce soir, nous avons aussi le plaisir d'avoir Karen Guillerme parmi nous, qui est fondatrice et formatrice no-code de Brest Innov. Bonjour Karen, est-ce que tu peux te présenter? Oui, pardon, je t'ai coupé. Pour ma part, je ne suis pas ingénieure en informatique à la base. Moi, je suis ingénieure pédagogique. Donc, j'étais formatrice pendant 15 ans dans la formation pour ingénieurs. Et donc, j'ai suivi des formations sur le no-code et sur les algorithmes après, tout au long de mon parcours en tant que formateur. Et donc, après, j'ai réalisé des projets no-code, des applis principalement et des outils CRM. Et donc voilà, maintenant avec mon conjoint m'a rejoint, il est ingénieur informatique de l'ENIB et on est plutôt orienté métier, on forme les gens sur les outils no code mais plutôt orienté métier en fait, pas sur un outil spécifique. Voilà. Très concret. OK, très bien, merci Karen. Et on a également avec nous Rémi Carbone. Bonjour Rémi, tu es Chief Technical Officer chez DAS Studio. À ton tour de te présenter. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, moi je suis CTO chez DAS Studio, donc on est un studio de développement. À la base, je suis issu des études d'ingénieur informatique. Ça fait 10 ans que je développe. J'ai développé sur tous les frameworks JS, sur du C#, j'ai fait du jeu vidéo, etc. Donc pas mal de langages assez lourds. Et en début d'année dernière, on s'est rendu compte que le no-code commençait à faire un petit peu son trou dans le milieu de la tech. On s'est intéressé à ça et aujourd'hui, on s'est tous formés au no-code dans le studio et c'est quelque chose qu'on propose énormément pour nos services parce qu'on s'est vite rendu compte de l'intérêt d'utiliser ces technologies-là. Ok, super. Merci Rémi. Donc vous pouvez le voir, en fait, c'est des profils avec des parcours assez différents, mais qui ont tous rejoint le no-code. Donc je pense que l'échange va être assez riche, justement pour vous apporter des visions différentes de ces nouvelles technos. Le programme en fait ce soir pour aborder ce sujet no-code et le développement. Donc
En premier temps, on va réexpliquer ce qu'est le no-code. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sont novices sur le sujet. Ensuite, on va parler du no-code dans le contexte développement, et ensuite l'avenir de ces technos-là, des conseils de nos participants, et il y aura bien sûr un temps de questions-réponses. Donc après, tout au long du webinaire, en fait, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de questions-réponses. Ma collègue Aurélia, qu'on ne voit pas, sera à mes côtés pour veiller à vos interrogations et au chat, et nous répondrons à la fin du webinaire, en fonction du temps qui nous restera, à toutes ou quelques-unes de vos questions. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc la première partie, donc qu'est-ce que le no-code? Alors est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut nous présenter en quelques mots ce que c'est le no-code? Voilà, les grands ensembles, missions. Mission compliquée. Quelqu'un veut se lancer? Qui s'y mouille? Moi, je vais me lancer du coup. Le no-code, je dirais que c'est un environnement d'énormément d'outils qui sortent chaque année, qui sont pour la plupart interopérables et qui permettent de développer de façon visuelle des applications, des outils, métiers, applications mobiles, etc. Principalement dans le but de gagner du temps, de faciliter la maintenance des applications et de gagner et de réduire le coût de développement des applications. Ok, très clair. Il y en a quelqu'un d'autre qui veut compléter? Ouais, c'est vrai que c'est aussi, je pense, une porte d'entrée pour des personnes qui seraient pas forcément tech de base, qui leur permet en fait de s'initier à des choses qui paraissent des fois très très compliquées, insurmontables, et ça permet de mettre ses premiers pieds dans le développement, et potentiellement derrière de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le développement plus général. Je pense que finalement nos codes et codes sont pas des ennemis, c'est le but d'où le titre du webinaire, mais ça se ressemble beaucoup finalement. Enfin, on a des choses qui se rapprochent. Et puis on peut ajouter qu'on est très guidé dans la construction de ces outils, parce que il y a des outils comme Glide par exemple qui sont automatisés au niveau de l'interface utilisateur, donc on peut pas forcément faire d'erreurs en termes visuels. Donc ça nous facilite un peu, ça nous guide beaucoup en fait sur la structuration. Après, il y a une question aussi de connaissance un peu de schéma de données, de comment structurer la donnée derrière. Mais enfin, quand même, ça nous facilite grandement le travail. Tout à fait. Et peut-être qu'on peut préciser, donc donner quelques exemples, donc à quoi ça sert, des exemples, parce que dans le no-code, en fait, il y a différents outils qui ont différentes fonctions, ou voilà, peut-être préciser les différents outils qui existent et à quoi ils servent dans les grandes lignes. Ouais, bah c'est vrai que dans le no-code, il y a quand même beaucoup d'outils, mais je pense que on parle quand même souvent de développement web. Je pense tout à l'heure, Rémi, tu parlais de jeux vidéo. C'est quand même très compliqué. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'outils de no-code. Bon, contredirait si c'est pas le cas, mais qui permettent de créer, par exemple, un GTA ou un League of Legends. On n'a pas vraiment d'outils qui permettent ça. Mais on est vraiment, avec les outils no-code, vraiment destinés à faire de l'application web. Alors après, application web, c'est aussi très très gros, hein. Ça peut être autant des marketplaces, donc par exemple marketplace type Airbnb, ça peut être très bien un réseau social comme Facebook, ça peut être très bien un CRM interne, donc un outil qui va servir juste à la boîte, mais on est quand même sur des applications qui sont destinées à être accessibles via le web. Je pense que déjà... Après, ça, c'est tout ce qui c'est la partie visuelle dont tu parles, mais après, il y a tout ce qui est automatisation avec les workflows, enfin, qui permettent justement de connecter les outils entre eux. Oui, c'est effectivement, tout se fait aussi par Internet, c'est clair. Hein. Mais là, par contre, c'est un peu la face cachée en fait de ces outils qui fait qu'on peut les connecter les uns aux autres.
Ouais, donc Puis il y aurait Mm. des on a grandes accès à parties. on a accès à un gros panel différents d'outils. Aujourd'hui particulièrement, tous les différents secteurs d'activité entre guillemets dans le développement web sont couverts par le no-code, que ce soit le front-end, le back-end, l'automatisation, le DevOps, les CRM, les ERP, les outils métiers, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, il y a un outil no-code qui se dédie à un ou plusieurs de ces segments en tout cas. Ok. Et donc du coup, plus concrètement, donc là, on a vu les grandes parties, voilà, les différentes catégories, on va dire, d'outils no-code qui sont proposés et à quels besoins ils peuvent répondre. À qui en fait ça s'adresse? Voilà, des petites structures, des grosses structures. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans ces questions-là? C'est pour qui, pour quel type d'entreprise, et enfin toutes ces questions de coûts aussi qu'on peut avoir autour du no-code. Alors pour ma part, ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui le no-code. Il y a des outils pour tous les segments, mais il y a aussi des outils pour toutes les tailles d'entreprise et pour toutes les tailles de projet. Ça s'adresse aussi bien à l'entrepreneur qui veut développer son propre projet et qui n'a pas forcément des compétences tech, ou qui a des compétences tech mais qui veut gagner du temps pour créer un VP, un POC, quelque chose qui prend 2-3 semaines de développement pour aller tester son marché. Et ça s'adresse aussi bien à des énormes structures. Il y a de plus en plus d'énormes boîtes qui se mettent au no-code pour développer des outils internes principalement et réagir au plus vite aux besoins des équipes métiers derrière. Ok. Vous vouliez compléter, Antonin ou Karen? Ouais. Non, je suis assez d'accord, c'est pour Moi tout le aussi. monde. Moi, je suis d'accord aussi. Mais alors, après, c'est vrai que c'est peut-être pour tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est ça, en fait, la grosse question, en fait, actuellement, c'est que la plupart des gens n'ont pas connaissance, ou, en fait, une certaine méconnaissance de ce que veut dire no code. Donc, voilà, c'est une question après de vulgarisation, faire connaître les outils pour que les gens s'en emparent, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas aussi le terme no-code qui paraît pour certains qui sont pas vraiment penchés sur le sujet un peu flou, ou qui peut aussi donner cette image d'un peu d'outil un peu moins bonne qualité, ou dévalorisant, ou est-ce que ça peut freiner aussi certaines entreprises à s'y lancer, ou à s'y intéresser du moins pour répondre à leurs besoins? C'est vrai que, comme on disait au début, le no-code, c'est vraiment un regroupement de plein d'outils. Donc après, il faut choisir l'outil en fonction de notre besoin. Je pense que même les grosses entreprises qui s'y sont testées au no-code, qui pouvaient potentiellement peut-être avoir un a priori au début, en ont quand même trouvé leurs avantages. Donc je pense que si on a des préjugés, enfin c'est comme on dit des préjugés, je pense. Euh, donc soit on a choisi le mauvais outil et donc on en a un mauvais retour, soit juste on a des idées reçues. Mais je pense que si on choisit le bon outil en fonction du besoin, on arrive facilement à répondre à une problématique, quoi. Ok, très clair. Très bien. Et donc du coup, je voulais juste faire un petit focus, et puis ensuite on pourra passer plutôt à la seconde partie, le no-code et le dev. Juste un petit focus sur la différence entre no-code et low-code, où parfois on peut entendre des confusions entre les deux termes. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui peut faire un petit, voilà, en quelques mots, préciser la différence entre les deux? Je peux, si ça va. En fait, peut-être vous serez pas d'accord avec moi, Antonin et Rémi. Pour moi, en fait, le no-code, c'est vraiment de la programmation visuelle. Ça marche sur du glisser-déposer avec des composants visuels avec une certaine logique. Tandis que le low-code, ça fait appel aussi à du code, en fait. Pour certaines parties, tu vas peut-être faire des requêtes SQL, ou, il y a une partie où ça demandera des compétences complémentaires de développeurs. Ok. Si je peux rajouter peut-être un petit point.
le low-code n'oblige pas forcément non plus de savoir coder, mais c'est souvent aussi une porte ouverte. Il y a des outils low-code qui laissent une porte ouverte pour développer ses propres modules avec du code. Mais il peut y avoir des outils low-code qui peuvent être utilisés en tant qu'outils no-code pur, juste en programmation visuelle. Tu as des exemples en tête? J'ai des exemples en tête, oui, Eteco par exemple, qui est un outil français qui permet de développer des outils métiers, ERP, CRM, etc. Eux, c'est du low-code, mais 95% de ce qu'on fait dessus, on peut le faire en no-code, et il y a des projets qui n'auront jamais besoin d'être développés en low-code, et seulement faire de la programmation visuelle suffira. Mais on a on a cette porte de sortie derrière qui nous assure, en tant que développeur derrière, de pouvoir répondre aux attentes du client quoi qu'il arrive. Ok, très clair. Du coup, je pense qu'on peut poursuivre avec justement la seconde partie. Le no-code peut-il se substituer au dev? Alors c'est souvent, souvent, en tout cas de mon côté, en travaillant aux éditions UNI avec de nombreux experts IT, certains, ça pourrait leur donner de l'urticaire, certains développeurs, de travailler avec des outils no-code. Du coup, est-ce que vous pourriez, vous qui travaillez tous avec ces outils, qui avez un parcours plutôt tech, nous parler justement des opportunités que ça offre, les outils no-code, pour les développeurs, voilà, les possibilités, les limites, voilà. Alors, là, on est plus sur du retour d'expérience, vous, en tant qu'utilisateur de no-code et dev, voilà, sur vos retours d'expérience sur certains projets, ou votre vision, en tout cas, du no-code en tant que tech. Je peux commencer du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en dev avec du code qu'on peut faire en no-code maintenant. Typiquement les exemples qu'on donnait, hein, des marketplaces, du social network, réseaux sociaux, etc. Mais je pense que le développement en code restera quand même quelque chose d'essentiel, parce qu'en fait, le no-code, c'est juste, enfin pour moi, vous m'arrêtez si je me trompe, mais une surcouche en plus en fait de développement, une abstraction en plus du développement. Finalement, pour faire l'outil no-code, il a bien fallu le développer quand même à la base, et donc il a fallu des personnes qui codent. En fait, dans l'univers de l'informatique, même en général, on a plein de langages de programmation et qui répondent eux-mêmes à des besoins différents. Par exemple, si on parle de langage C, C++, ça, c'est des langages qui sont de très bas niveau, qui permettent de parler avec le matériel presque directement, là où on va avoir des langages plus web, donc HTML, CSS, JavaScript, qui sont même pour des besoins différents. Mais voilà, enfin, finalement, c'est un peu comme une no-code. On utilise aussi l'outil en fonction du besoin. Mais aujourd'hui, pour la plupart des besoins, surtout assez basiques, hein, on parlait tout à l'heure de MVP, de projets lancés rapidement pour tester le marché, le no-code répond à 99% des projets, je pense, sans problème. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Oui, du coup, je suis plutôt d'accord avec Antonin. Pour le coup, ça répond à beaucoup de demandes. Et puis il y a aussi une dynamique du marché qui s'opère actuellement, particulièrement en France, de ce qu'on m'a dit, où les clients finaux, eux, sont de plus en plus demandeurs aussi d'utiliser des outils no-code pour développer leurs solutions, parce que ça leur permet de garder la main aussi sur la solution si jamais ils veulent opérer à des changements mineurs sur leur application une fois que le développement est terminé. Ça les assure aussi d'avoir une certaine maintenabilité et norme de développement qui est propre à une communauté. C'est-à-dire que si aujourd'hui je développe sur WeWeb ou sur Bubble et que je transfère le projet à un autre développeur WeWeb ou Bubble, je sais qu'il pourra reprendre la main sans problème, entre guillemets, mais techniquement il devrait pouvoir le reprendre sans problème. Et c'est aussi une forte demande des clients.
Et après, bien sûr, le temps de développement réduit, et le coût réduit, forcément, ça reste la demande numéro un. Et aujourd'hui, pouvoir sortir typiquement, de mon expérience, en tout cas, notre clientèle principale, c'est des entrepreneurs qui veulent développer des MVP. Si on assure le client que le MVP sera développé entre 15 et 20 jours, forcément ça fait une différence quand dans le code, il faudra un mois et demi par exemple pour développer le même produit, quoi. Okay. Ouais, et si je peux rajouter, peut-être aussi pour les développeurs no code, c'est plus simple d'être ce qu'on appelle full stack, de gérer un peu tous les niveaux. C'est vrai que quand, par exemple, je fais du Bubble, je peux très bien gérer le front, le back. Donc le front, pour remettre quand même la définition, c'est vraiment l'interface, hein, ce qu'on voit, hein, le bouton, les images, les machins. Alors que le back, c'est plutôt les calculs qui vont se faire. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va se passer des actions. Ça, c'est plutôt le back. Faut gérer aussi la base de données. Il faut gérer les connexions avec des services. Hein. Si par exemple on veut afficher une map Google, faut faire une connexion API avec Google. Et donc en fait, on a plein de services, en fait, des services qui vont être spécialisés dans des domaines. Et je pense que dans le développement en code, on appelle plus souvent des agences qui ont en fait un corps de métier pour chacun. Une personne pour chacun des corps de métier. Là où finalement en no code, on a plus facilement à avoir une seule personne qui peut gérer la majorité des services. Oui. Donc finalement, c'est moins coûteux, plus rapide. Ouais, voilà, je vais faire un petit récap des opportunités. Donc, moins coûteux, plus rapide. Ça, c'est aussi pour les entreprises. Et pour le dev, le rôle du développeur en lui-même, c'est Rémi, je sais que toi, vous avez maintenant de plus en plus chez DaStudio en fait des projets no code avec moins de dev, où les devs, l'intervention du dev pur, en fait, ça va être vraiment sur des fonctionnalités bien précises. Comment Oui, la plupart des projets, enfin en tout cas tous les projets no code qu'on produit aujourd'hui, c'est des projets purs no code, donc on n'intervient quasiment pas en développement. Mais il reste quand même des problématiques derrière qui sont des problématiques de code. Si par exemple je viens à un projet sur lequel on travaille actuellement, on a intégré de l'IA, donc on intègre des API avec OpenAI. Il y a des petits bouts de ce qui pourrait ressembler à du code à l'intérieur, mais voilà, c'est des branchements, c'est des petits bouts par-ci par-là qui sont vraiment fonctionnels pour aller chercher des spécificités qui sont pas prises en charge par l'outil no code, mais 99% de ce qu'on fait est réalisé en programmation visuelle, en tout cas si c'est réalisé avec un outil no code. Ok. Mais aujourd'hui, pas tous les projets correspondent à l'utilisation non plus d'un outil no code. C'est là où il faut quand même arriver à arbitrer en fonction du projet, est-ce qu'on peut ou pas, quels sont les bons outils, etc. Enfin, on revient un petit peu à ce qu'on a dit au début. Ça me fait une bonne transition. Je voulais interroger Karen justement sur un retour d'expérience dont elle nous avait fait part sur justement il y a des projets où on pourrait les réaliser en no code, mais c'est pas forcément la réponse. Karen, est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots? Oui, en fait, avec un client, Quimper Gastronomie, on avait l'objectif était en fait de créer une brique complémentaire à l'outil de base, le RP, et il fallait interroger la base pour pouvoir extraire des informations pour après créer cette brique en no code. Et ça, on aurait pu penser qu'on aurait pu le faire avec Make par exemple, mais l'idée c'était de pas ouvrir le serveur à l'internet public, donc on a fait du script. Et donc on a utilisé c'est un peu ce que dit Rémi finalement, c'est utiliser un peu de script pour pouvoir après connecter avec du no code. Donc c'est associer le code du code avec du no code. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement c'est pas du tout antinomique, ça se complète en fait sur des projets de ce type-là où on veut maintenir une sécurité et une fermeture en fait du serveur principal non accessible en fait sur le web, quoi. Donc ça pourrait être en fait ça une des limites en fait du no code, plutôt la sécurité ou la sécurité des données. Ça dépend. En fait, là, c'est sécurité. En fait, je pense que suivant les outils, on arrive quand même à un niveau de sécurité qui est quand même
qui est correcte, hein. Et là, c'est vraiment dans l'idée de pas ouvrir de pas donner un accès sur Internet, en fait. C'était vraiment ça l'objectif. Après, je trouve maintenant on arrive quand même à un niveau de sécurité et de conformité RGPD qui est quand même cohérent. Je pense que Antonin peut en parler au niveau de Bubble. Je pense que c'est quand même pas mal. Après, tout dépend de l'outil. Évidemment, il y a toujours la question un vaste débat sur les outils qui sont hébergés sur le sol américain comme Airtable. Bon, ça reste toujours un sujet un peu sensible. Il y a quand il y a des questions de données sécurisées, parfois on privilégie d'héberger sur le sol européen, mais voilà, c'est un peu, ça dépend des clients, c'est du cas par cas. Tu veux en toucher un mot, tu veux ajouter un mot, Antonin? Ouais, c'est vrai qu'il y a deux sujets là qui sont assez gros, hein, la sécurité et la RGPD. Alors pour moi, c'est deux choses quand même assez distinctes parce que la sécurité des données, pour moi, c'est quelque chose d'assez primordial. Enfin, on veut pas que les données de nos utilisateurs ils puissent être accessibles sur le web par un piratage ou quoi. Ça c'est une chose qui est, je pense, dans l'éthique de tout le monde de préserver les données de nos clients. La RGPD en soi c'est ça, mais c'est quelque chose de beaucoup plus légal en fait, beaucoup plus. Je pense que quelqu'un qui veut être RGPD compliant, faut qu'il fasse appel à un avocat qui le guide et qui soit sûr de ce qu'il fait. Enfin, moi personnellement sur les questions de RGPD, je ne me sens pas de répondre à ce sujet-là. Mais sur ce qui est de la sécurité, c'est plus du côté technique que légal. Et c'est vrai que bon, on a la problématique de où sont hébergées les données. Mais après, je pense que les outils no code aujourd'hui, ils utilisent quand même des services qui savent sécuriser les données. Bon, après, encore une fois, hein, quand on donne nos données à un service, ben, on sait jamais, quoi. Enfin, c'est comme utiliser un Google Drive ou utiliser un disque dur chez soi. Utiliser le Google Drive, bon, ben, vous êtes sûr que vous avez les sauvegardes qui sont faites, donc vous pouvez pas péter votre disque dur, donc vos données, vous les aurez toujours, mais qui sait que quelqu'un peut pas accéder à ces données parce qu'elles sont sur un serveur d'un service tiers. Si c'est sur un disque dur chez moi, il est déconnecté, personne ne peut y accéder. Mais s'il crame, bah moi non plus, je peux plus y accéder. Donc en fait, c'est toujours la question de comment je sécurise au mieux mes données. Et bon, bah après, quand on n'a pas toutes les compétences techniques, des fois, se faire, donner notre confiance à Amazon Web Services ou à Microsoft Azure ou des choses comme ça, bah c'est peut-être aussi le plus simple. Ok. Très bien. Bah, c'est comme ça. Très bien. Je voulais revenir aussi, donc là on a vu quelques limites, les opportunités. En termes de limites, est-ce qu'il y a des limites, enfin quelles sont les limites techniques? On l'a abordé brièvement tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des retours d'expérience sur vraiment des projets où ça a été vraiment bloquant pour vous? À vous écouter, on a l'impression que tous les projets peuvent être adoptés par du low-code, mais est-ce que quelle est la limite pour les devs de passer sur des outils no-code, selon vous? Alors, ça peut être des limites peut-être techniques des outils ou bien plutôt des freins liés à la culture dev, peut-être. Je peux déjà faire le pont entre les deux, entre le sujet précédent et celui-là. Il y a une limite que j'ai rencontrée récemment, qui du coup se trouve au niveau de la sécurité. Pour par exemple, toutes les applications qui sont dans le domaine de la santé, en France, on est obligé d'être hébergé sur des serveurs spécifiques qui sont tagués HDS, donc hébergement de santé. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil no-code, en tout cas à ma connaissance, qui est HDS. Donc, exemple, si on veut travailler dans la santé, je peux pas faire du no-code. Alors, je peux pas faire du no-code pour l'hébergement, en tout cas. Je peux donc, il faudra héberger mes données, peut-être mon back-end sur un serveur spécifique HDS classique, et donc aller faire du code. Mais par contre, je peux très bien héberger mon front sur un outil no-code et après le brancher au back-end qui lui est hébergé sur son serveur de santé. Donc ça, c'est un premier point bloquant.
Et il y en a sûrement d'autres qui sont régis par ce genre de normes. Après, techniquement parlant, là où vraiment on arrive sur des points bloquants, pour moi, c'est quand on va rentrer dans de l'ultra spécifique, quand un projet va demander quelque chose qui sort clairement de l'ordinaire. Si votre projet, c'est d'aller développer des graphiques ultra pointus, avec un design ultra particulier, avec énormément de données qui se croisent, avec des graphiques qui affichent 3-4 types de graphes en même temps, etc. Voilà. Si on fait des choses compliquées qui sortent de l'ordinaire, on va forcément tomber à un moment sur un blocage au niveau de nos codes. Mais on sait très bien que dans 95% des cas, la plupart des projets se ressemblent plus ou moins. Ouais. C'est vrai que je peux donner un autre exemple, je pense. C'est vrai que quand on veut faire aussi de l'IoT, donc de l'Internet des objets, je sais pas, imaginons qu'on veuille avoir un capteur qui détecte une hauteur, machin, je sais pas, de façon dynamique, etc. C'est vrai que le capteur en lui-même, on va pas le programmer en no code. Peut-être qu'il y a des outils qui existent, hein. Le monde avance vite de l'informatique, mais je ne suis pas sûr. De l'Arduino ou des choses comme ça, on va quand même faire du code. Mais par contre, et je pense que ça rejoint aussi ce que tu dis, Rémi, c'est que même si cette brique-là, on peut pas la faire en no-code, rien ne nous empêche de derrière y connecter une interface visuelle, le front, et de les connecter. Et le front, on peut très bien le faire en no-code. Donc, on peut toujours intégrer un petit peu de no-code finalement dans les projets, même s'il y a des fois des trucs qui sont très très spécifiques. Ouais. Et je pourrais ajouter aussi quelque chose, c'est aussi quand on doit récupérer plusieurs données en même temps. En fait, nous, c'était sur les boucles itératives en fait qu'on utilise, par exemple sur Make pour récupérer de la donnée. On avait besoin de récupérer ça très rapidement et c'était trop long en fait de faire des boucles. Donc, on a dû passer par des requêtes pour attaquer la base et avoir les données traitées directement en base. Mais bon, c'était un cas bien spécifique. Voilà. Ok. Donc après, ça reste quand même le rôle de l'équipe tech ou du CTO, j'imagine, de regarder en fonction du besoin, en fait, quel outil est le plus adéquat, quoi. Ouais. Et du coup, quels seraient les avantages en tant que professionnel issu d'une formation de dev de faire du no-code aujourd'hui? Gagner du temps sur son cœur de métier parce que en fait finalement les développeurs ils aiment bien concevoir de nouveaux programmes, avoir des choses intéressantes à faire et puis ça leur permet de gagner du temps sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée finalement, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Et je rajouterais, il y a aussi une qualité de vie entre guillemets au travail. Ça reste agréable de travailler avec la programmation visuelle. Et on s'assure du coup d'avoir un rail en quelque sorte pour travailler. Et aussi peut-être point qu'on n'a pas abordé, qu'on abordera peut-être plus tard, je me rappelle plus, mais ça facilite aussi l'intégration des développeurs juniors au sein de l'équipe. C'est vrai que intégrer des développeurs juniors sur des bases de code qui datent de 10 ans, qui sont énormes, qui sont très lourdes, etc. C'est extrêmement compliqué. Et pour ces profils-là de développeurs, c'est extrêmement agréable de commencer sa carrière de développeur sur de la programmation visuelle pour se concentrer vraiment sur les problématiques techniques sur lesquelles ils vont rencontrer des impasses et déjà comprendre comment fonctionnent vraiment les bases du web, de l'applicatif, du mobile, etc. avant de se poser des questions bien plus complexes d'architecture, de bonnes pratiques, etc., etc. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Antonin? Oui, toujours rajouter. Mais c'est vrai que les logiques, elles sont importantes en développement. Alors après, ça va dépendre des outils, encore une fois. Moi, je travaille beaucoup avec Bubble et en fait, ça peut autant servir pour quelqu'un qui n'a jamais fait de développement, finalement commencer sur un outil no-code, ça va lui apprendre les logiques qu'il y a derrière le vrai développement. Les logiques de conditions, les logiques de boucles, les logiques de fonctions, etc. Toutes ces logiques-là, finalement, qu'on
qu'on fait sans s'en rendre compte au début dans l'outil no-code, mais qui permettent en fait de comprendre ces logiques-là et qui derrière facilitent, parce que quand on fait du low-code, qu'on peut faire avec Bubble, bah, des fois on a besoin d'intégrer des petits bouts de code machin ou d'aller en récupérer, juste en récupérer sur les forums, bah, ça permet de mieux les comprendre. Et à l'inverse, peut-être plus comme mon cas, où en fait j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais c'est vrai que la partie code, ça n'a pas été forcément mon fort pendant mes études, mais j'ai appris des choses algorithmiques, logiques, etc., sans trop m'en rendre compte finalement, sans arriver vraiment à les écrire avec un langage particulier, puisque le langage c'est une syntaxe. Et en fait, en revenant sur du no-code, c'est là où j'ai pu aussi reprendre des notions que j'avais compris, mais que je savais pas que j'avais compris, mais j'avais compris, et en fait les intégrer plus facilement et en fait optimiser un petit peu ma manière d'écrire mon no-code. Ça se dit pas, mais la manière de construire mon no-code. Donc j'ai essayé de l'optimiser finalement avec ce que j'ai appris. Donc en fait, ça peut servir un peu à des développeurs autant qui sont confirmés de faire des choses plus rapidement et à des personnes qui sont pas du tout tech de commencer. C'est un peu une entrée dans le monde de la tech. Karen, c'est un peu ton parcours en fait. Oui, totalement. Enfin, moi, à la base, j'avais pas de formation en informatique et j'ai commencé par des outils no-code. Et puis, après, quand on rentre dans des outils un peu plus complexes où il faut quand même des notions d'algorithme, j'ai dû apprendre, en fait, me frotter un petit peu à cette difficulté-là. Donc, c'est important de monter en compétence aussi. Il y a des outils qui sont faciles comme ça quand on est néophyte, mais il y en a d'autres qui requièrent un peu de formation et puis, enfin, un peu de notions informatiques. Donc, mais je trouve que ça reste quand même assez fluide. Par exemple, des outils comme Make, ça guide beaucoup en fait dans le processus, dans la logique pour créer des automatisations. Après, effectivement, je pense que c'est quand même pour quelqu'un qui a fait des études d'informatique, c'est très très facile de s'emparer de ces outils, de les utiliser au quotidien. La logique est déjà présente. Donc, Ah oui, pour le coup, c'est vraiment super simple d'accès si on est issu de la tech à la base. Il n'y a pas ce coût à l'entrée qu'on a pour chaque technologie de code qu'on va utiliser. Si je veux passer d'Angular à React, je vais devoir passer 1 mois, 2 mois à apprendre les spécificités, puis ainsi de suite. Pour chaque nouveau framework que je vais devoir apprendre, je vais devoir switcher de mindset. Et c'est vrai que sur les outils no-code, c'est moins le cas parce que en fait, toute la logique, toute la syntaxe est encapsulée dans la logique et on n'a plus qu'à s'occuper de comment est-ce qu'on construit vraiment la fonctionnalité au sens logique du terme. Ok. Et du coup, tout ce que vous dites, ça me fait une bonne transition, je pense, avec la dernière partie qui est plutôt orientée sur l'avenir en fait, de ces outils no-code et dans le monde du dev. À t'écouter Rémi tout à l'heure lorsque tu disais, ou je sais plus si c'était Antonin, qui parlait de l'intégration des développeurs juniors notamment, ça a facilité leur intégration via ces outils. Donc je crois que c'était toi, Rémi, est-ce que selon toi, du coup, les futures générations de développeurs, en fait, auront en majeure partie tous connaissance de ces outils-là ou travailleront tous avec ces outils-là, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils auront connaissance ou s'ils travailleront avec ça. Ça dépend aussi de l'avenir de l'éducation, aussi bien des écoles d'ingé que des formations courtes. Mais en tout cas, je suis persuadé que aujourd'hui, c'est une excellente porte d'entrée pour des profils juniors et encore mieux des profils ultra juniors, c'est-à-dire des stagiaires et des alternants. C'est vrai que si je reprends mon exemple, hein, donc nous on est un studio de développement, on propose du service pour nos clients et c'est toujours compliqué d'intégrer des développeurs juniors, vraiment ultra juniors, hein, donc 0 à 1 an d'expérience sur des projets clients, des projets finaux, voilà, qui sont pas des projets internes parce que il faut quand même s'assurer derrière de la qualité de ce qu'on va rendre aux clients. On a des deadlines qui sont souvent serrés à tenir, des budgets, etc. Et du coup, intégrer un développeur junior sur du no-code où on sait qu'on va réduire au maximum la difficulté d'intégration sur le projet. Il va pas avoir à se soucier de la syntaxe, il va pas avoir à se soucier des bonnes pratiques de code, il va pas avoir à se soucier de l'architecture du projet. Voilà, il aura très rapidement réponse à ces questions. Il va pouvoir déjà se concentrer sur pas mal d'aspects qui sont complexes dans le développement,
web qui sont comment est-ce que je fais une requête, comment est-ce que je communique avec une API, comment est-ce que je communique avec ma base, comment est-ce que je fais en sorte que mon front soit affiché correctement. Enfin voilà, il y a déjà énormément de difficultés que vont rencontrer les développeurs juniors sur ces projets-là, et ça permet d'en enlever déjà une bonne partie et de faciliter leur intégration. Ouais. Ok. Et donc là, on a parlé plutôt de l'avenir en termes du poste. Une autre partie de l'avenir du no-code, c'est plutôt l'intégration de l'IA dans ces outils-là. Est-ce que Karen ou Antonin, vous souhaiteriez apporter votre avis sur ce point-là? Pour ma part, en fait, c'est ce qu'on voit se profiler, c'est qu'en fait, il y aura beaucoup de choses qui se feront en langage naturel là, on fait du prompt dans ChatGPT, on voit en fait comme des outils comme Respel.ai qui est un outil d'automatisation où en fait on écrit directement ce qu'on veut faire comme scénario et ça permet en fait de générer le flux. Je pense on tend vers quelque chose comme ça un petit peu où il y aura pas seulement du glisser-déposer, il y aura aussi des actions qui seront commandées un peu via l'IA, quoi. Ok. Ouais, pour parler un petit peu des deux points, je pense l'avenir des outils no-code, en général, ils vont évoluer. Bien sûr, il y aura de l'IA qui va se mettre. Encore hier, j'étais en live avec un des développeurs de chez Bubble à New York, et ils sont en train d'intégrer de l'IA dans Bubble pour faire des fonctionnalités, potentiellement créer des landing pages, une page d'accueil, des choses comme ça. Il y a déjà des IA qui existent, hein. Donc c'est pareil, c'est encore une surcouche en fait. Tout ça, c'est des couches en fait qui se complètent et qui marchent ensemble en fait, hein. L'un ne détruit pas l'autre, je pense. Mais plus dans l'univers aussi du développement en général, quel est l'avenir du no-code? Je pense qu'en fait, ça va beaucoup aider la pénurie de développeurs qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on a énormément de manque de développeurs dans le monde. J'ai mis une ressource dans le fichier qu'on avait sur ce document. Il parle d'aujourd'hui, il manque environ 40 millions de développeurs dans le monde. Et la tendance s'accélère. Enfin, en 2030, il prévoit 80 millions de développeurs en manque. Et pour moi, en fait, le no-code, c'est aussi un pan du développement qui va servir à justement construire facilement tous les MVP dont on a besoin, tester en fait les marchés. Il y a énormément de demandes. Et donc, en fait, grâce au no-code, en fait, désengorger un petit peu toutes les demandes de développement qu'il y a, et faire émerger seulement les gros projets qui potentiellement auront besoin, eux, de vrais développements. Enfin, de vrais. On ne parle pas de vrais, mais de fonctionnalités très précises pour le développer, quoi. Oui. Oui, il y a un mode de fonctionnement qui est différent d'il y a quelques années où le no-code permet de tester à moindre frais des projets avant de passer dans des technos plus solides. Après, rien n'empêche, je tiens quand même à ajouter que si le MVP fonctionne avec du no-code et qu'il est quand même assez bien construit, de le maintenir en no-code. On n'est pas obligé de passer sur une techno code, hein. Je pense qu'on en est le bon exemple chez Auto. On a construit tout un LMS, donc c'est un Learning Management System, un outil de gestion de formation qui est totalement fait en no-code. Et aujourd'hui, on compte pas passer du développement code, hein. On a toutes les briques possibles dedans. Ok. Est-ce que vous auriez du coup, avant que l'on passe aux questions-réponses, est-ce que vous auriez des conseils à donner, alors soit aux entreprises qui souhaitent se lancer dans des projets avec du no-code ou également et surtout aux développeurs qui hésiteraient encore à s'y mouiller? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Moi, j'ai un conseil parce qu'en fait, moi, j'adore Bubble, mais je pense que comme outil pour commencer, pour quelqu'un qui se lance, c'est dur en fait. J'ai commencé par Bubble en fait, et en fait, je pense qu'en entrée pour quelqu'un, pour un développeur, je pense que ça peut le faire, mais c'est bien de commencer petit et puis après de viser plus gros parce que comme ça, petit à petit, on acquiert la logique en fait des outils no-code. Il y a des outils qui sont faciles à entrer dedans, je sais pas, je pense à Airtable, des choses comme ça.
Et ça permet de progressivement comprendre la logique et puis après tendre vers des outils plus complexes comme Bubble où il y a tout en un et c'est hyper riche et voilà, ça permet de rentrer dans l'outil avec plus d'aisance. Ok, Rémi? Ouais, je vais plutôt là du coup m'adresser aux développeurs et aux entreprises. Je conseille vraiment de se pencher sur le no-code, même si vous êtes aujourd'hui des développeurs ou si vous avez une équipe de développeurs, etc. Je pense qu'il faut quand même se pencher sur le sujet. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est déjà le cas, mais je pense qu'il faut vraiment aller voir ce qui se fait, ne pas se cantonner à 2-3 outils et se dire ouais bon finalement ces 2-3 outils ça répond pas à mon besoin et je trouve pas mon compte. Les outils no-code, il y en a des centaines et il y a forcément des outils qui correspondent à vos besoins. Il y a des outils open source. Il y a des outils qui sont européens et des outils qui sont pas européens et qui sont pas RGPD du coup. Mais bon, voilà, il y a différentes réglementations qui s'adaptent en fonction des outils. Il y a des outils spécialisés dans l'outil métier, dans le développement d'applications web, dans le développement d'applications mobiles, dans le back-end, le front-end, le DevOps, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un tas de choses à voir. C'est un monde qui est ultra vaste et qui mérite d'être exploré. Ok. Je voudrais peut-être préciser, je crois qu'il y a une communauté No Code France qui existe. Antonin, tu dois la connaître, ou peut-être tout d'ailleurs. Peut-être pour ceux qui débutent ou qui aimeraient justement avoir des conseils, des recommandations sur j'ai tel projet, telle problématique, sur quel outil vous me conseilleriez de commencer. J'ai tel niveau dans le dev ou pas, ou j'ai 0 niveau ou un niveau plutôt expert. Qu'est-ce que vous me recommanderiez? Peut-être que c'est une bonne solution d'entrer dans cette communauté pour avoir des premières recommandations lorsqu'on débute complètement sur ce sujet. Ouais, carrément. Je pense que aller vers les gens en fait qui savent vous diriger finalement est une bonne porte d'entrée. On a la chance d'avoir No Code France, donc vous tapez No Code France sur Google, vous allez tomber directement sur leur site et vous pourrez rejoindre leur Slack. Ça se passe principalement sur leur Slack et là vous aurez accès à une communauté voilà qui utilise plein d'outils, donc vous pourrez leur poser des questions. Pardon. Désolé. Mais je pense que c'est vrai que la première chose, c'est quand même de choisir le bon outil, parce que ça sert à rien de choisir un outil et après de dire bah non c'est nul le no-code. Si on n'a pas choisi le bon outil, forcément ça marche pas. Donc ouais. C'est pas forcément évident de choisir le bon outil parce qu'il en existe vraiment une quantité, une multitude. Et c'est vrai que s'appuyer sur la communauté pour demander des conseils suivant le type de projet qu'on fait pour voir ce qui peut correspondre, c'est toujours pas mal en fait. Il y a toujours, enfin, je trouve que c'est une communauté qui est très aidante quand il y a des problèmes techniques qui sont posés. Il y a souvent des gens pour y répondre ou pour orienter et guider sur quel type d'outil se diriger, quoi. Oui. Effectivement. Est-ce que ça vaut le coup de donner des noms d'outils, peut-être, je sais pas, de définir un minimum pour préciser. Je t'en prie, Rémi. Je peux en vraiment donner un tas. Côté front-end, bon, il y a les classiques Bubble et WeWeb qui permettent de faire des applications. Bubble, pour le coup, c'est à la fois du front et à la fois du back. WeWeb, c'est uniquement du front-end qu'on va venir connecter à Xano. Donc Xano, qui est un outil back-end, qui est vraiment, pour le coup, exceptionnel. C'est mon outil no-code préféré, qui va faire du back-end en pur no-code et qui est vraiment très très puissant. On a des outils comme Supabase qui ressemblent à Firebase et qui sont entre guillemets un peu du no-code, low-code. Je sais pas comment on peut voir ça. Il y a un peu les deux dans l'outil et qui est complètement open source. Webflow pour faire des landing pages, Flutterflow pour faire des applications mobiles, Directus pour faire j'ai perdu le terme, mais pour faire des applications de gestion. Voilà, il y a vraiment je pourrais faire une liste de cinquantaine d'outils. Nous, en tout cas, chez nous, déjà, rien que dans le studio, on est une petite équipe, on est 8, hein, donc on n'est pas un gros studio et on utilise une vingtaine d'outils différents pour répondre
aux besoins clients. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Ouais. Moi, je rebondirais sur ce que dit Rémi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on répond aux besoins clients. On part pas sur un outil billet en tête. En fait, on part du besoin client pour pouvoir voir quel outil peut s'accorder. Et c'est pour ça qu'en fait, comme il dit, il y a une vingtaine d'outils à son actif. Il y a beaucoup d'outils faut être très curieux, rester en veille parce qu'il y a des outils, il en sort tous les jours. Ça évolue vite et il y a des outils qui meurent aussi, donc faut être hyper vigilant sur le choix des outils parce que prévoir la réversibilité si l'outil disparaît du jour au lendemain. Nous, on a été confrontés à ce cas-là avec Youdou, en fait, qui est un outil qui est en déperdition. Donc, on garde une certaine vigilance, mais sur les outils et c'est important en fait de se former en fait à un panel d'outils et pas rester focalisé sur un seul en fait. Ok. Et du coup, je pense qu'on va passer sur les points à retenir en fait, suite à tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Je vais commencer par résumer, vous compléterez si j'ai omis quelques points. Donc, en gros, plein d'avantages à utiliser des outils no-code, beaucoup d'avantages pour les développeurs et aussi pour les non-devs qui veulent avoir une première porte d'entrée dans la tech. Ça fait gagner du temps, de l'argent aussi. Ça peut être un excellent moyen aussi de faire des produits MVP et des fois de rester stable, comme l'a dit Antonin, sur ces technos-là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Vous voyez d'autres points? Faut tout retenir en fait. Une richesse des outils, voilà, une richesse des outils. Enfin, voilà, beaucoup de d'avantages. Les points de vigilance, c'est sur justement ce catalogue d'outils qui est très très riche et qui évolue très rapidement. Peut-être mettre un point de vigilance sur ce sujet-là. J'ai bien retenu la leçon. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite compléter ou sinon on pourra passer aux questions-réponses? Non, je peux peut-être rajouter un point de vigilance aussi, la dépendance qu'on peut avoir à certains outils, c'est quelque chose qui revient souvent dans la discussion avec les clients. Certains clients peuvent avoir peur d'être dépendants après d'un outil, donc c'est toujours quelque chose à prendre dans la balance. Voilà, après on est toujours dépendant de quelque chose de toute façon quoi qu'il arrive dans la tech. Hein. Si c'est pas l'outil, c'est le langage. Si c'est pas le langage, c'est l'architecture et les serveurs, etc. Enfin bref, il y a toujours quelque chose dont on devient dépendant. La question c'est d'arriver à peser le pour et le contre et de dire bon qu'est-ce que cette dépendance est grave ou pas. Dans la plupart des cas, ça l'est pas vraiment. Si ça l'est, il y a d'autres outils open source qui peuvent nous permettre de s'abstraindre de cette dépendance. Très bien, très clair. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose ou sinon on va pouvoir passer aux questions-réponses? Karen, Antonin, c'est bon pour vous? Ouais, je pense que le gros a été dit. Très bien. Avant de me focaliser sur les questions, sur des questions en particulier, on a eu beaucoup de demandes de retours d'expérience, de cas concrets, de projets que vous avez eu avec des entreprises. Alors avant de passer aux questions-réponses, est-ce que chacun d'entre vous pourriez faire un focus rapide sur un Rex qui vous a plu ou soit un projet où il s'est passé quelque chose de particulier. Voilà. Je sais pas si Rémi, tu veux commencer, je te vois pensif. Non, pardon, excuse-moi, tu disais? Je disais, avant de passer aux questions-réponses, on a eu beaucoup de demandes d'internautes qui souhaitaient avoir des retours d'expérience sur vos retours d'expérience sur des cas concrets que vous avez pu mettre en place en entreprise. Donc, est-ce que à tour de rôle, vous pourriez faire un focus sur un projet qui vous tient à cœur ou pour lequel il s'est passé quelque chose en particulier qui serait un bon exemple aujourd'hui? J'ai un projet qui est un bon exemple sur justement en quoi les outils no-code nous ont aidés et en quoi surtout nous ont pas aidés pour certains points. J'ai développé un calendrier de réservation pour un espace de coworking. Donc le but c'est d'arriver de se connecter à ce calendrier, d'avoir une interface front donc qui représente le calendrier avec une interface graphique assez léchée parce qu'il fallait reprendre le design et la DA du site web du coworking.
et il fallait interagir avec ce calendrier, pouvoir cliquer sur chaque case du calendrier pour sélectionner le jour où on veut venir, s'inscrire. Une fois qu'on s'inscrit, on affiche les personnes qui se sont inscrites ce jour-là. Donc voilà, c'était des besoins assez spécifiques qu'on n'a pas réussi à retrouver dans des outils no-code. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça en code pour le coup. Mais derrière, ça nous a pas empêché de développer le back-end entièrement en no-code et de nous faire gagner énormément de temps sur le développement, l'automatisation des process au niveau du paiement avec Stripe, au niveau de la sauvegarde des données. On n'a pas eu besoin de déployer un serveur, on n'a pas eu besoin de déployer une base de données. J'ai pas besoin pour le client de maintenir ce serveur, etc. Donc ça nous a fait gagner énormément de temps sur la partie back-end. Pour la partie front-end, on n'a pas pu pour des raisons techniques développer ça en no-code. C'était pas grave, on a fait ça en code et on a branché ça sur du no-code derrière. On avait un bon équilibre entre les deux et ça s'est très bien passé. Du coup, rassurer ceux qui aiment coder. Oui, il y aura toujours besoin de code. Après, on est plus dans du code intelligent, c'est-à-dire, ok, on va vraiment venir cibler les parties dont on ne peut pas se passer du code. Et pour le reste, let's go, quoi. On y va en no code, on gagne du temps et on produit plus vite. Ok, merci. Et Karen, est-ce que tu aurais aussi un exemple? Moi, j'ai un exemple. Alors, c'est un outil low-code. Pour le coup, ça s'appelle Retool. On a utilisé cet outil-là pour, en fait, créer un outil de gestion. C'était pour gérer les invendus de parapharmacie qui arrivaient en base. Et il y avait besoin de reconnaissance d'OCR, on appelle ça. On utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître parce que tous les listings n'arrivaient pas de la même manière. Donc, ça arrivait après en base sur Retool. Et le but, c'était de redispatcher après des associations caritatives ces invendus de parapharmacie et de faire un calcul après sur ce que ça avait coûté, sur ce que ça pouvait prendre en crédit d'impôt pour les pharmacies. Donc, il y avait sur la conception de l'outil en lui-même, on n'avait pas forcément trouvé d'outils no-code qui permettait d'avoir cette finesse-là. Donc l'outil Retool permet de faire du no-code, mais il y a sur certaines parties, tu as des requêtes qui sont incontournables, quoi. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est similaire aussi au projet de Rémi. Et toi, Antonin? Est-ce qu'il y en a un qui te... Ouais, c'est assez difficile en réalité de dire lequel m'a vraiment et a été le meilleur pour moi, parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur plusieurs projets. T'aimerais partager ton expérience, voilà, ce soir. Je pense que c'est vraiment là actuellement sur le projet sur lequel je bosse avec Otto, qui est en fait la construction de notre LMS, qui est hyper, techniquement, comment dire, ça donne envie, quoi. Enfin, il y a beaucoup de, je perds mes mots, mais c'est vraiment intéressant comme projet. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, faut en même temps gérer un outil qui est interne à Auto, en fait, qui sert à créer des formations, les paramétrer. Il y a des formations qui sont avec des exercices, avec des rendus d'exercices ou des QCM ou des documents administratifs aussi, hein, qu'il faut générer, qu'il faut faire signer, de l'émargement pour être sûr que les étudiants ils sont bien là, le certificat de réalisation, enfin des documents. Donc ça qui est finalement le côté interne, et toute la partie utilisateur qui permet en fait à eux d'accéder à un catalogue, d'acheter les formations ou du contenu, et ensuite d'y accéder, que ce soit de la vidéo ou des exercices, qu'on puisse les rendre, faire les QCM, etc. Et avoir tout en a une interface qui est agréable. Donc c'est entraînant techniquement. Donc, Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir. Merci à tous les trois. On va pouvoir passer, je pense, aux questions-réponses des différents internautes. Et j'arrive pas à les voir. J'essaye de trouver. Alors, excusez-moi. Pas de
Je les vois pas. Je fais appel à toi, Aurélia, qui est derrière l'ordinateur. Si tu veux envoyer une question, parce que je n'arrive pas à les voir. Ça s'affiche pas. Alors, j'arrive seulement à en voir une. Karine, est-ce que tu pourrais rappeler le nom de l'outil pour la génération auto de flux de données? Pour quoi? Pour l'automatisation ou... Je pense que oui. C'est Make que j'utilise, enfin M-A-K-E, Make, pour créer des scénarios pour de l'automatisation, c'est ça? Est-ce que je comprends? Oui, c'est Make. Après, ça dépend, en fait, dans le cas de Retool, on a utilisé NV10 parce qu'on avait beaucoup enfin, c'est une question de tarif. Faut aussi pour le pricing, on avait beaucoup de données à gérer et du coup, on s'est servi d'NV10 qui est aussi un outil open source. Enfin, d'ailleurs, non, d'ailleurs, ce n'est plus un outil open source, c'est un outil faire code. Voilà, il y a une petite subtilité. Ok, ça marche, merci. On va laisser le temps de retrouver les questions. Alors, on a une question d'Alain Daigle qui nous demande: le no-code peut-il s'apparenter ou s'intégrer à l'intelligence artificielle? S'apparenter ou s'intégrer? C'est ça que tu as dit? S'apparenter ou s'intégrer. Alors, du coup, je pense que pour moi, c'est plutôt s'intégrer avec l'intelligence artificielle, parce que s'apparenter. Ouais. Oui, c'est totalement des choses qui peuvent se connecter, hein. Enfin, si on parle de ChatGPT, ils ont une documentation API, hein, qui permet en fait d'envoyer des requêtes et d'attendre des réponses. Rien que chez nous, au sein d'Auto, on génère certains, par exemple, petits descriptifs ou certaines images avec de l'IA en API, quoi. Donc ça peut totalement se connecter. Ouais. Alors là, je pense que on y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Il y a Thierry Souchard qui nous demande donc il semble y avoir une grande liste de solutions de produits disponibles. N'y a-t-il pas un risque de développer sur un outil qui aurait fait faillite dans quelques temps? Donc c'est ce que tu abordais tout à l'heure, Karen. Oui. Effectivement, ça fait partie des limites. Après, il y en a quand même un certain nombre parmi toutes les solutions existantes qui sont déjà très stables quand même. Oui, en fait, il faut voir sur les levées de fonds. D'ailleurs, c'est moi, j'ai suivi beaucoup de tutos de contournement pour commencer. Et un des conseils que je trouve judicieux, c'est de vérifier, en fait, la santé de l'outil qu'on utilise avec des levées de fonds qu'ils ont. Par exemple, je pense à des outils comme Bubble ou comme Airtable qui ont des levées de fonds régulières. On sait qu'il y a quand même une certaine stabilité avec quand même de l'argent derrière. Moi, c'est l'outil qui n'a pas survécu, c'est qu'il y a une levée de fonds qui a raté et du coup, l'outil n'a pas pu être maintenu en fait. Donc, ouais, et puis l'historique, on sait que, par exemple, Bubble, ils sont là depuis 2011, ça fait 12 ans qu'ils sont sur le marché. On voit quand même qu'ils sont présents et c'est plutôt en croissance qu'en décroissant. Faut regarder un petit peu l'historique de l'outil, mais c'est sûr que. Oui, un peu comme les langages de développement en fait. Il y a toujours des émergents. Oui. Il y a des langages qui sont plus utilisés aujourd'hui. Ouais. Ok. On a une question de Stéphanie Pouliquin qui demande la différence entre le no-code et un CMS comme WordPress plus Elementor où on retrouve du glisser-déposer. Bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de WordPress, Shopify, ces choses-là. Est-ce qu'il y a Antonin ou Rémi qui souhaite répondre? Moi, j'ai pas de vraie réponse à cette question. Je dirais, en fait, c'est pour moi en tout cas la différence entre un WordPress aujourd'hui et des outils no-code comme WeWeb, Bubble, Webflow, etc. C'est pas le même paradigme en fait. D'un côté, on a WordPress où quand on va développer du WordPress, ça reste avec Elementor, ça reste du no-code, ok, mais bon, derrière WordPress, c'est aussi du PHP. Enfin, voilà, on fait du développement, du vrai développement à l'intérieur. Être développeur WordPress, c'est vraiment un écosystème où on est entre guillemets enfermé dedans.
Et si on fait du WordPress, on va faire du WordPress avec différents plugins qu'on va venir rajouter dans WordPress. Mais le no-code tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. C'est un écosystème de centaines d'outils différents qui, pour la plupart, sont interopérables. Et on va venir piocher les outils qui nous intéressent. On va venir développer avec ces outils-là en fonction des projets aussi qu'on a derrière. Et c'est là que je vois vraiment une différence avec WordPress, outre le fait que ces outils étant plus récents, aussi forcément ils ont des fonctionnalités qui sont en termes d'expérience utilisateur plus adaptées à 2023 que peut-être WordPress, mais voilà, c'est pas évident de répondre clairement à la question. Je sais pas si Antoine, t'as une autre réponse, mais Non, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que le WordPress, c'était un peu les prémices du no-code. C'était là où on voulait faciliter un peu le développement d'applications assez rapidement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu comme une nouvelle étape de développement et le no-code est apparu. Et en réalité, quand on se penche sur le WordPress, ouais, c'est un faux ami du no-code parce que, comme tu dis, avec Elementary, c'est ça? Elementor, ouais, Elementor. Elementor. On peut réussir à faire un peu des choses drag and drop, mais en fait, quand on va vouloir vraiment toucher quelque chose de très spécifique, il va falloir faire du code. Et généralement, le code, on l'a récupéré d'un template, donc ça a été écrit par quelqu'un, donc il faut aussi comprendre comment il a été développé pour pouvoir modifier la petite chose. J'ai eu un exemple où on voulait juste décaler un bouton, on a pris 3 semaines et on n'a pas réussi en fait. On a pété tout le design, donc alors qu'avec un outil no code, c'est vraiment terminé. Ok, merci. Autre question. Alors, quel runtimes pour les applis no-code? Est-ce que le développement produit du code dans un langage classique, Python, Java, peut se faire? Comment se fait l'interface entre le no-code et le code classique? Dites-moi si vous avez compris ou rien compris, et je répète la question. Comment on interface le no-code avec le code? En gros, c'est ça la question? Je pense, ouais. Oui, comment se fait l'interface entre le no-code et le code classique, ouais. Ok. Alors, si c'est vraiment l'interface entre deux parties bien distinctes, là, c'est des API classiques. Après, si c'est du code à l'intérieur d'un outil no-code, donc si c'est du low-code, là, pour le coup, c'est des petits bouts de script qui s'intègrent. Alors, en fonction de l'outil, chaque outil a sa façon de procéder, mais qui s'intègre directement dans l'outil. Je sais pas si ça répond à la question. Pour moi, oui. Merci Rémi. J'avais une autre question. Avez-vous été confronté à des limitations fonctionnelles ou techniques avec les outils no-code? Et si oui, lesquels et avec quels outils? Peut-être qu'on peut écouter Karen sur... Pour ma part, c'était avec Airtable. En fait, c'était une limitation. Pas vraiment dans le sens où maintenant avec Airtable, on peut faire du script, comme disait Rémi. En fait, on pouvait pas tout faire en no-code. On fallait faire un peu de script pour pouvoir atteindre les 97% d'utilisation et pouvoir être connecté avec la base, quoi, la base en code. Donc voilà. Pour moi, il y avait pas, il n'y a pas de vraie limitation en soi dans le sens où on peut, quand on s'y connaît un petit peu en code, on peut arriver à compléter le no-code. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Antonin et Rémi? J'ai un autre exemple avec Airtable qui est assez parlant de limitation. On avait comme projet de faire un CMS ultra léger. Il fallait développer. Le client avait très peu de budget et il fallait développer un CMS avec vraiment 3 bouts de ficelle. Je m'étais dit qu'Airtable pouvait être une bonne idée. Et en épluchant un petit peu la doc, je me suis rendu compte que l'API d'Airtable ne permet pas de communiquer, on va dire, simplement en temps réel avec autant de calls qu'on veut faire entre notre interface et l'outil. On est extrêmement limité au niveau de l'API Airtable. Du coup, ça nous a mis direct des bâtons dans les roues et on est parti sur une autre solution. Donc voilà, faut toujours checker un petit peu ce genre de détails parce qu'il il peut y avoir ce genre de limitation en fonction de l'outil. Ok. Alors, on a Gaëlle Verte qui demande
qui précise qu'il a beaucoup de demandes d'utilisateurs finaux non tech en fait pour des applications type workflow ou des formulaires. Est-ce qu'il est possible de mettre des outils no-code entre leurs mains? Quid du coup de la connexion aux bases de données, la récupération des données? Ou est-ce que c'est l'équipe de l'IT en fait? Est-ce que c'est le travail de l'équipe IT? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui peuvent être mis entre guillemets entre les mains de beaucoup de gens, pas de tout le monde, je sais pas, mes grands-parents, je suis pas sûr, mais de beaucoup de monde. Typiquement, c'est pour faire des formulaires et en fait reconnecter ça avec une base de données et puis avoir de la visualisation. Je sais que avec Tally et Notion, qui sont deux outils no-code très complémentaires, justement Tally permet de faire des formulaires et les données vont directement dans Notion. On peut le faire avec Airtable. Finalement, la suite Google le permet aussi. Bon, est-ce que c'est du no-code? Je ne suis pas sûr. Mais en fonction de l'outil, je pense que on peut le donner entre les mains de quelqu'un qui n'est pas du tout technique, quoi. À partir du moment qu'il sait se servir, on va dire, très basiquement d'un PC, Ouais. ou voilà. Un Tally, c'est très simple. Hein. Dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des citizen développeurs, donc des développeurs qui sont pas issus de la tech, qui sont issus du métier. La question après derrière, souvent qui est posée, c'est est-ce que ces gens-là veulent mettre les mains sur l'outil? Est-ce que vraiment ils veulent ou ils préfèrent que ce soit l'IT qui s'en occupe? Voilà, je pense qu'il y a des profils dans les entreprises qui seront des bons profils de citizen développeurs et qui voudront développer leur propre outil maison, des tout petits trucs ultra simples pour solutionner des problèmes personnels ou des problèmes de leur équipe. Mais après, pour le reste, il vaut mieux consulter l'équipe IT, je pense. Ok. On a deux questions qui se recoupent, donc je pense que ça vaudrait le coup d'avoir une petite infographie sur le sujet, ou si vous avez des liens à nous transmettre qui répondent à ce besoin, c'est d'avoir un peu une représentation graphique des différents outils no-code en fonction du niveau de la personne qui va s'en servir. Voilà, entre moi ou vous, on n'a pas le même niveau. Quels sont les outils no-code qui sont plus adaptés en fonction de nos compétences et en fonction aussi du type de projet? Est-ce qu'il y a des tableaux qui existent qui répertorient les différents en fonction des compétences et du niveau de difficulté? Alors j'en avais un justement sous les yeux tout à l'heure, justement je réfléchissais à ça quand on parlait de tous les outils, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement qu'il faut réussir à les catégoriser. Alors je l'ai pas forcément sous une catégorie de difficulté, parce que je pense que pour moi le premier point c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, avant de savoir quel est le plus dur. Donc en fait si vous tapez catégorie outils no code dans Google Images, vous allez avoir des images en fait où ça vous catégorise en fait les outils no code en fonction de, par exemple là je l'ai sous les yeux, tous les outils no-code qui font du mobile, tous les outils no-code qui font de la base de données, tous les outils no-code qui font de l'automatisation, du développement web. Et après, je pense qu'en fonction de ce que vous voulez faire, c'est là où il va falloir regarder les outils de cette catégorie-là et essayer de les piocher un petit peu pour voir lequel est le plus simple. Après, voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, d'abord savoir l'outil. Ok, donc on peut retrouver ça facilement sur Internet. Oui. Ouais. Voici une autre question de Didier Chauvin qui nous demande: les outils no-code produisent-ils du code et si oui, sous quel langage? Donc c'est donc oui. Du coup, sous quel langage? Enfin, en gros, c'est quel langage qu'il y a derrière ces outils en fait? Quel est le langage derrière ces outils? Vous savez? Ça dépend lesquels aussi. Ouais, ça dépend les outils. L'exemple le plus parlant, c'est Flutterflow, qui, comme son nom l'indique, produit du Flutter à l'arrivée. Donc on peut repartir avec le code. Après, est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est la grande question. Oui, on s'en sert pas un peu comme le WordPress où là où il y a des développeurs WordPress, c'est pas forcément le but là avec les outils no-code. On récupère que très rarement finalement le code source finalement qui est écrit par l'outil. Ok. Est-ce que je vois une dernière question?
Une question de Michael Sanson. Tous ces outils no-code nécessitent-ils une connexion Internet pour les utiliser ou certains peuvent-ils être utilisés en mode hors ligne? Oui, il y a Notion qui peut être utilisé hors ligne, par exemple. Donc, Ouais. Ou les outils open source, s'ils sont intégrés sur des serveurs de l'entreprise de l'intranet. D'accord. Bah, ça me fait une bonne transition. On avait aussi une question. Quels sont les outils open source en no-code? Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Il y en a vraiment Les beaucoup. principaux, peut-être ceux que tu utilises. Directus, Supabase, c'est les deux principaux auxquels je pense. Je sais pas si vous avez On a d'autres parlé idées. on a parlé de N8N tout à l'heure, qui est de l'automatisation N8N, ouais. aussi. Bezro aussi. Bezro, c'est pas mal. Donc là, ils servent à quoi, en fait, tous les outils que vous nommez? Moi, pour Bezro, en fait, c'est un outil qui est sur le sol européen, qui peut être auto-hébergé et c'est un concurrent de Airtable. Donc, on peut faire, c'est de la base de données relationnelle. Donc, on peut faire plusieurs choses. Enfin, voir la base de données sur différentes vues. Ça peut être vue calendrier, Kanban, etc. Donc, ça a à peu près les mêmes attributs, sauf que ça permet soit d'héberger auto-héberger c'est soit un SaaS, soit auto-hébergé. Donc, elle a les deux possibilités. C'est ça qui rend l'outil intéressant. Ok. Et Rémi, ton outil servait à quoi? Oui, donc il y avait Supabase, donc j'en avais déjà parlé, c'est pour faire de la base de données SQL en no-code. Donc ça produit une vraie base de données SQL derrière, hébergée sur le serveur. Donc après la base de données, on peut s'en servir pour toute autre chose. Et Directus, c'est pour développer du CMS. Ok. Antonin, tu voulais en citer un? Ben, j'en ai pas spécialement. Enfin, moi, je connaissais N8N, mais c'est vrai qu'à part ça, j'en connais pas tant. Désolé. Non, je posais juste la question. Très bien, je pense qu'on a fait... Ah oui, une dernière question. Les outils no-code sont-ils faciles à déployer avec les hébergeurs comme OVH? Ah oui. En 2 clics. Hein. Ou autre hébergeur. C'est le plus simple qui existe sur le marché. Oui, c'est vraiment, on achète le nom de domaine, on le connecte avec le DNS et terminé, quoi. Allez, ça prend 24 heures des fois, même pas. Hein. Il dit que ça prend 24 heures, mais en réalité, en 2 heures, c'est connecté. Mais des fois, ça... Voilà, puis c'est tout. C'est très rapide. Comme un autre projet web, quoi. Une dernière, alors je vois qu'il y en a qui se rajoutent, mais on va dire que c'est la dernière. Par rapport à vos remarques sur les différences low-code, no-code, pourquoi ne pas toujours jouer la sécurité en restant sur du low-code? Bonne question. Qui souhaite se lancer? Karen, tu veux? Quand on parle de sécurité, les outils no-code sont pas forcément antinomiques avec sécurité en fait. Tout dépend de comment on l'utilise. C'est toujours pareil. C'est comme pour tous les outils. Si je colle mon mot de passe sur mon ordinateur et que tout le monde peut y accéder, la sécurité, même si mon SaaS il est bien, tout le monde accède à mes données. Donc tout dépend. C'est toujours une question d'utilisateur et pas une question d'outil pour moi en fait. C'est une fausse question. Ok. On va lier, Rémi. Ouais, après peut-être plus. Je pense que la question s'orientait plus sur la sécurité de la fonctionnalité qu'on va développer derrière en termes de low-code. Si on peut choisir, si j'ai bien compris la question, c'est ça? Oui, je l'avais plutôt comprise comme Karen, mais effectivement, on peut la comprendre dans. Ce que j'ai compris, c'est si on a le choix entre low-code et no-code, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas tout le temps low-code plutôt que no-code? Et tout simplement parce que il y a des outils no-code qui sont très bien et qui sont adaptés à certains produits, et d'autres outils low-code qui sont pas du tout adaptés, et vice versa. Donc c'est encore la question du besoin, quoi. Et puis voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, très bien. Merci à vous. Je vais demander à Aurélia, de passer sur la slide suivante. Donc du coup, juste pour rappel,
Vous pouvez retrouver nos différentes nos différentes entités Uni-École, Uni-Service et les éditions Uni pour vos différents besoins de formation. Donc pour le Uni-École, juste un petit focus en relation avec le no-code et le développement. Donc à l'Uni-École, on a un bac+2 développement web et web mobile, un bac+2 testeur et testeuse logicielle et un bac+4 concepteur et conceptrice développeuse d'applications. Chez Uni-Service, vous pourrez retrouver, donc c'est les centres de formation pour les professionnels, vous pouvez retrouver 2 formations no-code opportunités pour les décideurs et no-code découverte des concepts de mise en œuvre. Et je crois d'ailleurs que Rémi, c'est l'une de tes formations. Non, c'est pas moi. D'accord. On est plus dans l'IA chez Eni. Ah oui, sur ChatGPT, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Et en tout cas, si vous souhaitez vous former avec Rémi, voilà, il dispense des formations avec Uni-Service. Voilà. Et bien sûr, aux éditions Uni, on l'a dit en début de webinaire, le livre rédigé par Antonin et ses collègues d'Auto, voilà, autour de Bubble, qui est disponible dans toutes les librairies et sur notre site internet également. Voilà. Et du coup, nous allons conclure avec Aurélie et Denis, donc, qui sont mes collègues qui étaient derrière pour la technique. Ils vont vous mettre les liens dans le chat en fait pour toutes ces informations, et vous recevrez également le replay par mail, et on pourra conclure du coup ce second Eni Talks. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser par mail à webinaire@eni.fr. Merci Karen, Antonin, Rémi pour toutes ces informations, pour tous les échanges. On peut peut-être vous retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui le souhaitent. Ouais. Peut-être sur LinkedIn en particulier peut-être. LinkedIn, Twitter, Thread. Ok, partout, hyper connecté. Et nous, sinon, on vous donne rendez-vous le 7 février en 2024 voilà, pour un nouveau webinaire, un nouveau Eni Talks sur l'IA pour les devs. Voilà, ce sera la nouvelle thématique. Merci à tous, et puis je vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à tous. Merci. Merci à vous. Merci à toi, merci à tous.